Bonjour, je suis Audrey Kalwikowski, coach émotionnel et voici mon index ABC. Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Merci d'accueillir donc sur les canapés Audrey avec son profil tout droit venu de Pau. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là et Merci. ravi d'écouter votre parcours et l'expertise que vous allez pouvoir apporter à ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui. Que reste-t-il de la professeure d'EPS ? Eh bien, j'ai bien envie de la laisser Là où elle est ? là où elle est. Eh bien, beaucoup d'expérience, Ouais. beaucoup de... C'est une forme d'accompagnement. Hein. Oui, c'est de l'accompagnement, C'est de l'accompagnement. vraiment. Et c'est aussi de la transformation. On amène les enfants d'un point A à un point B. Et intérieurement aussi, parce que enseignement, c'est un joli mot, mais ça cache aussi beaucoup d'éducation. Et beaucoup aussi, comme j'ai quand même enseigné dans pas mal d'établissements avec des profils particuliers, il faut toujours trouver des petites techniques, des petites astuces pour les amener à éclore. Et on sait combien travailler au sein de l'éducation nationale et dans les lycées, les collèges, même en primaire, c'est très compliqué. C'est pas simple. Et émotionnellement, puisque c'est quand même ce qui vous amène ici, vous êtes coach émotionnel. Oui. Émotionnellement, vous aviez déjà à l'époque conscience de la nécessité d'accompagner ces enfants sur le terrain des émotions ? Oh oui. Je faisais partie un peu de ces ovnis dans la salle de classe et de profs, ouais. D'autant plus en EPS, où c'était quelque chose dont il faut prendre en considération pour pouvoir faire bouger l'élève ou au contraire temporiser. Donc les émotions, c'était souvent le cours où justement ça émergeait, où les conflits non résolus en classe pouvaient vraiment éclore et prendre des formes. Souvent, c'est pas l'endroit en classe pour laisser de l'espace aux émotions. En EPS, nous, on avait l'espace pour pouvoir les accueillir. Et du coup, ça fait partie même de ma formation, en fait. Je me revois avec en master, avec des séances entières sur les émotions. Coach en émotion, on parle bien entendu d'hypersensibilité, d'enfant intérieur. Il y a aussi le revers de la médaille quand on parle des émotions. J'ai l'impression qu'il y a, et je le dis souvent ici, j'ai souvent été critiqué d'ailleurs pour ça, une espèce de mode des HPI, TDAH, et qu'on s'engouffre très très vite dans ces étiquettes-là pour essayer de justifier certains comportements. Ça, je suis d'accord. Il y a effectivement deux pans là-dessus. La plupart du temps, ceux qui sont vraiment concernés ne se sentent pas concernés. Et moi, j'accompagne souvent des personnes qui s'ignorent dans ces atypies-là, souvent parce qu'il y a des comorbidités associées. Et c'est souvent les comorbidités associées qui nous font amener à la réflexion. Une fois qu'elles sont résolues, on peut voir s'il y a atypie ou pas. Mais ça veut dire quoi, la comorbidité ? Pourquoi comorbidité ? Parce que souvent, avec certaines atypies, il y a des problèmes de santé mentale. Et c'est tellement plus simple de dire je suis HPI ou TDAH, plutôt que de regarder ce qui se passe au niveau de la santé mentale. Aujourd'hui, en France, c'est encore énormément attaché, alors qu'il y a le handicap pour certaines atypies. Attention, je ne mets pas le haut potentiel à l'intérieur de ça, ou même l'hypersensibilité. On ne souffre pas d'un haut potentiel intellectuel, on ne souffre pas d'hypersensibilité, mais on a un handicap quand on parle de TDAH ou de TSA, trouble du spectre autistique. Et en fait, pendant des décennies, il faut s'intéresser aussi sociologiquement parlant, on a pris ces neuroatypiques pour des fous, en fait, parce qu'on ne dissociait pas santé mentale et handicap. Il y a une phrase que vous venez de dire qui va faire réagir. Vous dites « on ne souffre pas d'hypersensibilité ». Pourtant, beaucoup considèrent ça comme une souffrance, comme le fait de ne pas être compris, donc être incompris. Et par définition, si vous êtes incompris, c'est donc une souffrance. Alors, c'est plus du coup la compréhension faisant
appel à notre colère, en fait. Quand on ne se sent pas compris, ça nous met en colère. Donc, c'est plutôt de l'ordre de la régulation de la colère qui va permettre, du coup, de mieux se comprendre. C'est pour ça que comprendre son hypersensibilité et surtout l'estimer va permettre de rentrer en contact plus facilement avec l'autre et se sentir, non pas compris, mais plutôt en connexion avec l'autre. Donc, l'hypersensibilité n'est pas une souffrance. Une souffrance. Non. Effectivement, c'est un entretien. C'est exactement comme on doit entretenir notre corps physique et émotionnel, mais aussi dans notre corps physique. C'est pour ça que je me dis spécialisée en neuroatypie, parce que j'ai pas envie de résumer. Je l'ai trop vu dans l'éducation nationale, justement, où on résumait l'enfant à son trouble ou à son... alors, pour le haut potentiel, il était quasiment pas pris en charge convenablement, mais on résumait l'enfant à son trouble et... l'idée, c'est pas de refaire la même chose avec les adultes que de résumer notre corps entier à juste le cerveau et juste une fonction du cerveau, qui n'est finalement pas un ensemble de ce qu'on est. Bonjour à tous, je suis Aaron Vial, je suis médium et je suis ravi de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 23 avril 2026. Cette tournée s'appellera Révélation et lors de ces soirées, je vous transmettrai des messages de vos proches passés dans l'au-delà. Vous pourrez me poser vos questions et nouer un contact unique avec ceux que vous avez aimés. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, de vous transmettre de beaux messages d'en haut. Je vais venir à votre rencontre, les amis, dans plusieurs villes. Alors, n'hésitez pas, réservez vos places sur le site abctalk.fr, rubrique événements. À très vite. Alors, on va voir de quelle manière vous accompagnez et de quelle manière vous proposez évidemment ce coaching émotionnel pour accompagner l'hypersensibilité, les HPI et toutes les personnes en quête de sens vers la régulation émotionnelle. Ce mot régulation, il est très important parce qu'on entend beaucoup de mots associés au mot émotion. Et on dit souvent, je me suis laissé envahir par mes émotions ou je n'arrive pas à gérer mes émotions. Et tous les coachs, tous les thérapeutes qui travaillent sur les émotions n'aiment pas ces mots-là. Non. On va pouvoir réguler son émotion. Donc, c'est un état passager qui prend 6 secondes. Et l'idée, c'est de l'accueillir pour pouvoir mieux se centrer. C'est le sentiment qui perdure. Et le sentiment, lui, il se gère pour le coup. Moi, je dis toujours, c'est les sens qui nous mentent. C'est-à-dire qu'on doit revenir à l'essence même de l'émotion. Elle n'est pas neutre non plus, parce elle est teintée de la joie, de la colère, de la tristesse ou de la peur, pour les cas de plus grosses. Mais c'est plus dans qu'est-ce que je me dis de cette émotion. Quel est le discours intérieur que je me raconte face à l'émotion que je ressens. Et c'est ça qui va faire perdurer une émotion le plus longtemps possible. Donc si on se sent incompris face à son hypersensibilité, c'est finalement l'histoire que je me raconte sur mon hypersensibilité qui va... davantage me faire souffrir et pas tant l'hypersensibilité en elle-même. Mais ça veut dire que quand l'émotion est là, il faut avoir le recul nécessaire pour l'analyser. Qu'est-ce qu'elle vient générer chez moi? Qu'est-ce qu'elle vient dire chez moi? Pourquoi est-ce que je suis traversé par cette émotion-là? Cet exercice-là, il est déjà difficile parce qu'on est dans l'émotion. Oui, et avant même de pouvoir l'analyser, il faut l'accueillir. Et moi, je me rends compte sur le terrain que finalement, les gens l'accueillent avec beaucoup de mental, c'est-à-dire ils vont l'analyser dans un premier temps, surtout chez les personnes neuroatypiques. Ils vont commencer par analyser l'émotion plutôt que de vraiment la ressentir dans le corps. Et prendre 2 secondes pour la faire passer là. Et d'ailleurs, c'est visible. Dès qu'il y a surtout sur les épreuves de vie, d'où mon travail aussi sur l'enfant intérieur, où finalement, dès lors qu'il y a une émotion qui n'est pas digérée, il y a un temps quand je leur demande « Non, mais qu'est-ce que tu ressens ? Quelle est ta sensation là, maintenant ?» Et souvent, il y a une déglutition. Ouais. Et là, on sent que ça passe énergétiquement. Mais sinon, on est beaucoup dans l'histoire. Beaucoup, beaucoup. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment revenir à ces sensations. Et c'est ça, d'abord, réguler l'émotion. C'est juste l'accueillir sensoriellement parlant jusqu'au bout des orteils. Pour ne faire qu'un avec la terre. Et tout à l'heure, vous avez employé ces mots-là en disant 6 secondes. Oui. C'est juste une expression ou c'est véritablement... C'est neuroscientifiquement prouvé. C'est scientifiquement prouvé en 6 secondes. Ça veut dire que vous pouvez donc réguler ça physiologiquement en 6 secondes. Bah oui, si on prend le temps de l'accueillir réellement. Et d'ailleurs, vous avez tous déjà ressenti cette vague d'adrénaline, par exemple, après un effort intense, où ça monte et il y a je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment cette énergie d'un coup qui passe, qui nous traverse. Oui.
c'est un lâcher. C'est un lâcher d'hormones, c'est un lâcher qui fait qu'on ressent sensoriellement cette vague. Bon, là, je prends l'extrême, l'intensité qui fait qu'on va atteindre ça, mais cette sensation-là, on peut la ressentir si on s'autorise à la laisser passer. Voilà. Mais comme on est souvent très pressé, c'est vrai. on est souvent absorbé par notre attention, elle se balade, et on n'est pas forcément attentif à comment je ressens cette onde dans le corps. Les sportifs sont très bons pour ça. C'est clair, mais ce qui va être intéressant de savoir maintenant, c'est comment effectivement vous accompagner pour qu'on puisse, alors je ne vais pas employer le mot gérer parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais comment est-ce qu'on peut mettre en place cet automatisme qui permet d'analyser, de ressentir, de comprendre cette émotion et ensuite évidemment de la laisser traverser pour qu'elle ne nous envahisse pas autant. Déjà chez les neuroatypiques, elle est inversée. C'est-à-dire qu'on va commencer par finalement regarder comment ils analysent, quelles sont les histoires qui se racontent, parce que souvent il y a l'histoire sur l'histoire. Il y a souvent de l'anxiété, des troubles anxieux associés, et souvent du stress, plus, voilà. Et donc on va d'abord regarder l'histoire qui se raconte, et souvent il y a des mots qui se répètent, et c'est ces mots-là qui sont empreints d'une émotion et qui sont chargés d'une émotion à réguler. Donc on va utiliser on va prendre le temps d'observer le discours, repérer les mots-clés et sur ces mots-là, voir s'il n'y a pas une histoire un peu plus lointaine, un peu plus dans le passé qui, finalement, sur lesquelles on va s'ouvrir aux croyances qui sont limitantes pour ce pourquoi on vient me voir. Parce que le principe du coach, c'est pas tant de parler du passé, c'est vraiment plus de qu'est-ce qu'on se raconte aujourd'hui, maintenant, qui fait qu'on va récolter plus tard ce qu'on souhaite. Et donc, il y a quand même... déjà l'espoir, ensuite il y a un facteur habitude de vie qui va et les habitudes de vie dépendent de notre enfance, dépendent de ce dans quoi on a grandi. Et quand je dis grandir, attention, on a des interactions tout le temps avec tout et pas que l'humain, donc c'est vraiment important pour moi en tout cas, qui ai travaillé dans la parentalité, de dire non, les parents ne sont pas responsables de toutes nos interactions et de tous nos conditionnements et de toutes nos intégrations. C'est pourtant ce qu'on entend très souvent. Et malheureusement, à mon sens, parce que je suis en train d'interagir avec cette table, je suis en train d'interagir avec mon environnement, avec vous, et voilà, même avec quelqu'un où je n'ai pas une interaction par la parole, j'ai une interaction. Je veux dire, une personne qui rentre dans une pièce, il se passe quelque chose. Voilà, c'est une présence. Donc un enfant, lui, il intègre... des données à ce moment-là. Donc, on grandit avec ces croyances, et c'est ces croyances qui peuvent devenir limitantes. Et moi, j'appelle ça un peu le t-shirt qu'on a mis à 2, 3, 4 ans. On grandit. Le t-shirt, à l'adolescence, c'est sympa, voilà. Et puis, d'un coup, à l'âge adulte, on se sent un peu mal à l'aise, étriqué. Il faut changer le t-shirt. On ne va pas... changer de croyance, c'est pas 10 affirmations et c'est fini, c'est pas possible. Il faut aller chercher l'origine de la croyance, non pas dans le sens d'où ça vient dans mon enfance, mais plus dans le discours que je m'en fais. Mais alors, cette base de travail que vous faites avec ceux et celles qui font appel à vous, il est limité à une discussion? C'est un échange? Alors, ça dépend. Alors là, j'utilise justement mes compétences d'ancienne pédago. Enfin, je suis toujours pédago. Enfin, c'est la pédagogie. Ouais. Je vais utiliser en fonction de... Alors ça, pour l'expliquer, c'est quelque chose, c'est 26 ans de métier. Il y a une personne qui arrive et en fonction de ce qu'elle dégage comme aura, ce qu'elle me raconte, la façon dont elle se tient, la posture, ce pourquoi elle est venue, je vais utiliser différentes techniques, notamment celle qui va me permettre d'aller le plus rapidement possible pour lui faire gagner du temps, de l'énergie. Et donc, ça peut passer par... Si je devais résumer les intelligences de Gardner, en fonction de si elle est plus visuelle, je vais plutôt utiliser en séance, du dessin. Si elle est plus auditive, ça va passer peut-être par des échanges audio. Voilà, c'est très varié. Donc vous adaptez, c'est de la pédagogie. Vous adaptez en fonction c'est de ce qui se passe. Et il faut prendre conscience, si j'ai bien compris, qu'on va remonter, on va aller rechercher, on va aller s'interroger. Surtout dans le discours, oui. Dans le discours. Oui, on n'est pas obligé de remonter dans le passé. Et il y en a qui ont besoin de ça. Il y a des atypiques qui ont besoin de remonter dans le passé
parce qu'ils ont besoin de trouver l'événement. C'est important pour eux, c'est un ancrage. Et donc, on peut, mais c'est quand même pas... Pour moi, c'est plutôt de l'ordre de la psychologie et je ne suis pas psychologue. C'est pas important pour moi aussi de faire la part des choses et que chacun puisse faire son métier convenablement, dans le respect de nos pratiques surtout. En tant que coach émotionnel, une émotion que tout le monde vit, la colère. Oui. Exemple, une personne qui se lève le matin, qui se sent en colère, qui se couche le soir, qui se sent en colère, qui toute la journée a ces fameuses émotions qui viennent le contrarier, qui viennent le titiller. Et voilà, qu'est-ce qu'on préconise ? La colère étant l'émotion qui fait écran à toutes les autres. Donc en général, il faut aller faire un travail en profondeur sur l'ensemble des émotions et qu'est-ce que signifie pour moi la colère, pourquoi je m'y accroche à cette colère, à quoi elle m'est bénéfique. Il y a toujours un bénéfice secondaire. Cette colère, elle m'empêche de quoi ? Parce que tant qu'elle... Je ne sais pas si on peut parler de bénéfice, parce que cette colère, elle pourrit quand même l'existence parfois. Oui. D'abord pour nous, ensuite pour les relations qu'on peut avoir au sein même de la famille. On entend régulièrement quelqu'un dire « mais t'es pénible à être tout le temps négatif ou tout le temps comme ci ou tout le temps à remettre en question telle ou telle chose ». C'est pas simple quand on vit avec quelqu'un qui est en permanence dans cette énergie de colère. Moi, je pense que ça passe par le questionnement. Enfin, là, on est plutôt de l'ordre de la colère dans l'interaction. Du coup, la colère poserait problème dans l'interaction à l'autre. Là, c'est encore... Il y a deux stades. Il y a la colère dans mon interaction à l'autre et la colère avec moi-même. Et du coup, là, on rentre quand même dans quelque chose de hyper détaillé. Mais déjà, c'est un besoin de compréhension. Donc, c'est un besoin de se comprendre soi et de comprendre quelle est la dynamique de la relation. Et quand on dit que l'autre, il est toujours en colère, on projette quand même. Donc, on n'est déjà pas nous-mêmes dans l'ouverture. Donc, c'est déjà commencer par se dire, OK, qu'est-ce que me renvoie si c'est moi qui trouve que l'autre est en colère, c'est qu'est-ce que ça me renvoie, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, et comment je peux questionner l'autre. On a tendance à dire, tu es comme ceci ou tu es comme cela. L'idée, c'est plus de questionner, d'aller plus dans le... Et c'est pas évident, le questionnement, parce je m'en rends compte au fil des accompagnements que c'est une compétence à développer rapidement pour les hypersensibles notamment, pour se sentir compris. Et alors du coup, est-ce que cet accompagnement que vous préconisez, lorsque quelqu'un vient avec une problématique, vous vous rendez compte que c'est pas du tout cette problématique dont il est question et qu'il faut aller chercher ailleurs ou qu'il faut... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, très souvent. Très souvent parce qu'on est dans notre propre prisme. Et du coup, moi j'accompagne beaucoup de personnes qui arrivent et qui me disent « j'ai tout essayé, vous êtes ma dernière chance ». Et qui, en 2 séances, me disent pourquoi je ne suis pas venue avant ? Parce que ce n'était pas le moment, c'est tout. C'est là, maintenant aussi, le corps, les énergies, tout était prêt pour qu'on se rencontre. Et c'était maintenant. C'était ton intuition, elle t'a amené là. Mais c'est souvent... Et puis moi, il y a un côté... Bon, ça, c'est hyper personnel, mais c'est important aussi, parce que ça c'est une authenticité que les gens apprécient. Moi, j'aime. C'est challengeant d'amener là où la personne n'a jamais été. Ah bon, alors. Y a pas tu peux pas repartir d'ici sans qu'on ait fait progresser. Et en général, c'est parce qu'on ne s'est pas ouvert sur les profils neuroatypiques. Mais des fois, c'est pas de la neuroatypie. C'est plus le questionnement sur le questionnement. Et on va peut-être pas aller assez loin dans les croyances. Voilà, il faut être formé, je pense, aussi. Qui sont les gens qui viennent vous voir ? Et quelles sont les problématiques récurrentes que les gens rencontrent ? Souvent une enfance... souvent délogés de leurs racines par des déménagements. Pas forcément dans leur vie à eux, mais dans le transgénérationnel aussi. Comme un besoin de trouver des repères, de revenir à soi et de pouvoir se repérer, se sentir perdu souvent. La maladie aussi, la cancéro, puisque je suis vous avez connu ça. Je suis passée par un cancer de stade avancé, donc avec chimio, rayons. Et c'est une épreuve, c'est la résilience après. Qu'est-ce que cette épreuve m'a appris sur moi, en sachant que
j'ai déjà, de par mon histoire de vie aussi, et des enfances aussi, blessées, très difficiles. Voilà, beaucoup chez les neuroatypiques, c'est bon à savoir aussi, on retrouve beaucoup dans le transgénérationnel d'alcoolisme, de dépendance, quelles que soient les dépendances d'ailleurs. Ouais. Et tout ça, ça forge l'homme ou la femme que l'on est. Oui, et après, je crois qu'on ne nous met pas ce qu'on n'a pas choisi peut-être avant de descendre, et qu'on ne nous met rien devant les yeux qui nous est insupportable, même si c'est pas agréable. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Il y a, l'espace d'un instant, j'ai porté le sac à dos et marqué cancer dessus, je vais avancer. Et puis un jour je le vide, je change de sac aussi peut-être, voilà. Mais tout le long de ce chemin-là, chaque pas est un apprentissage, chaque rencontre était un messager. C'était aujourd'hui, si des personnes m'écoutent et qui sont en train de traverser cette maladie, parce que c'est quand même une sacrée épreuve, de s'enrichir de chaque rencontre et de chaque environnement. Et j'ai vraiment eu à cœur de m'imprégner pour comprendre aussi. Et justement me délester de cette colère, parce que j'ai eu un peu de colère aussi au début quand même. Je dis, mince, j'en ai pas assez vécu. Pourquoi moi Pourquoi moi dans cette temps? Alors pourquoi moi pourquoi encore, moi plutôt? C'était pas tant pourquoi moi, c'était vraiment encore. Ils n'ont pas à me lâcher. Je sais pas qui, mais voilà, l'univers. Donc il y a eu cette phase de quand même, et puis c'est phase de deuil après. Voilà. Oui, et c'est surtout quand on est estampillé, parce que là, pour le coup, on rentre dans le club, si je puis dire. Oui. Voilà, et encore une fois, il n'y a pas de mauvais jeu de mots là-dessus, mais je sais de quoi je parle. Mais l'idée, c'était de se dire aussi qu'une fois qu'on est marqué avec ce mot qui arrive comme ça, c'est l'idée de se dire, et j'entends tout le temps des thérapeutes réfléchir à qu'est-ce que ça vient dire, quel est le message, et voire même parler de cadeau mal emballé. C'est vrai, il y a des gens qui parlent comme ça. Il y a des gens qui parlent comme ça. C'est vrai, Moi, je suis toujours extrêmement étonné et admiratif d'ailleurs. Et je me pose la question de savoir s'ils le disent vraiment en conscience et avec sincérité, ou est-ce que c'est une espèce de marque de fabrique parce que ça fait bien de dire ça. Voilà, j'ai été malade, mais voilà, je m'en suis sorti et j'ai pris ça comme un cadeau mal emballé. Est-ce que vous êtes dit ça aussi? Non, moi, non. Un cadeau, un level up. Moi, je vois un peu comme c'est un boost. C'est un boost comme si on passait sur un tunnel là, et puis ça nous permet. Mais je pense surtout que tout était déjà là, que les problématiques, ça n'a fait que révéler certains fonctionnements qu'il fallait absolument que je lâche, quoi, parce que si je continue, déjà si je continuais. Je pense qu'on a une responsabilité aussi, pas de la maladie. On n'est pas responsable de sa maladie. Parce que ça, on le voit aussi, de plus en plus, notamment par tout ce qui est symbolique, émotionnel et psychocorporel. Et moi, on n'est pas responsable de sa maladie. Vous imaginez qu'on ne peut pas véhiculer ça à un enfant qui a une leucémie, alors il est responsable, non. Mais par contre, on est responsable de ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on décide d'y voir comme ouverture sur soi. Qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce qui était là que je veux plus, qu'est-ce que j'ai expérimenté pendant la maladie qui me convient, que finalement, grâce à la maladie, j'ai pu être dans telle et telle dynamique. Moi, personnellement, je me suis rendu compte que mon milieu professionnel n'était pas du tout adapté à qui je suis. Ouais. Non, j'avais besoin d'un rythme beaucoup plus chill. J'avais besoin de pouvoir choisir mes horaires, pouvoir éduquer mes enfants dans un cadre qui est important pour moi, et notamment pas un cadre il faut toutes les 2 heures lâcher, si c'est pas toutes les heures. Ouais, donc, La maladie et le Covid. Alors voilà, le Covid. C'est les 2 déclencheurs qui ont été. C'est vrai que le Covid, le Covid, pendant cette phase-là, je me rends compte que finalement, j'avais des rêves adolescentes, et notamment celui de créer ma structure, d'avoir quelque chose de pluridisciplinaire, quelque chose qui permettrait aux gens d'aller mieux. Alors à l'époque, je parlais beaucoup de l'obésité, parce que j'avais dans ma famille une membre, et notamment des membres de ma famille, dans ce contexte-là, et du coup avec une volonté de vouloir absolument les aider, voire sauver. Ouais, voire sauver. Sauver, oui, la sauveuse. Ouais. Là, ça a été
le gros travail qu'il a fallu entreprendre sur ma posture d'enseignante, où j'étais justement trop dans la sauveuse. Donc quand j'ai dit autant, tu vas te mettre, tu vas créer, je sais pas, un partage de femmes, je peux, ouais, partage de femmes, tu vas créer cet espace, des partages, une femme. Attention, on sait que le cancer était là aussi pour te spécifier. Une des branches, en tout cas, des explications que j'ai souhaité donner, c'était vraiment, oula, la sauveuse, voilà. On va voir comment on peut sortir de ce syndrome, ou en tout cas repérer quand j'y... Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand une émotion arrive, quelle qu'elle soit, et de toute façon, on ne pourra pas passer outre, vous savez quelle réaction vous devez avoir? L'action à mener? Ouais. Non, pas forcément, parce que quand ça dépend. Quand elle vous traverse, vous avez... Vous n'allez pas me dire le contraire, parce que ce serait quand même le cordonnier le plus mal chaussé. C'est sûr. Mais vous avez le bon automatisme qui permet peut-être de ne pas se laisser déborder. Oui. Oui. Sur la régulation, oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. J'étais quelqu'un qui agissait beaucoup. En fait, il y a aussi beaucoup des perceptions erronées de soi. J'ai eu une phase où je pensais ne pas savoir faire. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne percevais pas là où je savais faire, pour pouvoir mieux créer les déterminants de ma réussite, en fait. Finalement, je pense qu'on a traversé beaucoup de choses, et tous. Et donc, il est plus facile d'aller utiliser ce qu'on sait déjà faire pour renforcer, plutôt que d'essayer de déconstruire, reconstruire. Pour moi, ça, même si je suis passée par cette phase-là, et que des fois c'est utile, je pense que c'est plus facile d'aller observer dans son passé ou dans son quotidien ce qui est déjà là et comment on peut le renforcer. Donc, je pensais ne pas savoir, par exemple, méditer. Or, j'avais des retours au calme pendant des années en gymnastique. Et donc, c'était déjà de la méditation guidée, finalement, ces retours au calme. Donc, quelle était l'émotion la plus envahissante pour vous? Alors, la peur, mais sans avoir conscience que j'avais peur. C'est-à-dire que... on a appris à nier, feindre nos émotions, voire les minimiser. Et pour moi, j'ai grandi avec le « t'as pas peur ». T'as pas peur. Vas-y, t'as pas peur. Alors que si j'ai peur, et j'y vais malgré ma peur. Et en fait, j'étais une grosse angoissée, mais vraiment. Et ça m'empêchait pas d'agir. J'étais cap de tout, jusqu'à des prises de risques de par un TDAH mal régulé, pour le coup, enfin mal compris et même ignoré. Mais voilà, c'était vraiment la peur que je n'écoutais pas. Et encore, là, des fois, par exemple, avant l'émission, je sais que j'ai peur, mais je ne la sens pas. Donc, il faut que je me pose et que je prenne le temps de l'accueillir et de la sentir. Donc, vous allez la chercher? Ah, je vais la chercher. Parce que je sais que j'ai grandi dans « il ne faut pas la ressentir ». Sauf que ne pas ressentir ses peurs, c'est stocké dans l'amygdale. Donc, ce n'est pas très, très bon. Mais on pourrait se dire on pourrait se dire, mais foutez-lui la paix à cette peur, n'allez pas la chercher puisque vous ne la ressentez pas. Pourquoi est-ce que vous allez provoquer quelque chose qui, par définition, va vous mettre mal à l'aise? Parce que je la stocke plutôt que de la réguler. Ah, ok. Je la stocke plutôt que de la réguler. Et ça, c'est un peu l'histoire atypique de mon cancer. Je ne vais pas rentrer... Enfin, de mon cancer. J'aime pas dire mon cancer. Je me reprends de mon parcours face au cancer parce qu'il ne m'appartient pas. Hein. Voilà, on va le laisser à la nature. Ça serait pas mal. Mais voilà, donc je pense que c'est important de se laisser traverser par ces émotions et de conscientiser que là, dans ce contexte-là, qu'un contexte nouveau, qui est inconnu, c'est cohérent pour le corps d'avoir peur. Je vais chercher le lâcher parce qu'il n'est pas normal de ne pas le ressentir. Dans un nouveau contexte aussi impressionnant pour moi. Et ça, donc, j'imagine, dû être la même chose. Quitter une place confortable, en tout cas sécurisante, au sein de l'éducation nationale, tout plaquer pour s'orienter sur autre chose, qui est beaucoup plus aléatoire pour le coup. Oui, mais en même temps, cette sécurité, elle est là, avant tout, dans mon corps en fait. Parce que même si j'avais tout, franchement j'avais tout, j'ai réalisé tous mes rêves à 30 ans. Je me suis réveillée un matin en me disant c'est bon, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai un métier, j'ai des élèves avec qui ça se passe super bien. J'ai tout. Voilà. Et en fait, je me sens pas forcément bien. Okay. Voilà.
Et finalement, c'est avant tout se sentir en sécurité dans mon corps. Et j'aime bien cette phrase de Alban Ivanov, qui dit, il parle de son père et il dit tant on a de quoi payer un café à quelqu'un, on est riche en fait. Et je crois qu'il a raison vraiment. C'est quelque chose que je porte là et c'est une valeur très profonde pour moi. Et je l'ai vécu pas plus tard que ce week-end. Donc voilà, c'est vraiment ce fait de d'avoir suffisamment pour se suffire dans notre corps, quoi. C'est vrai, on est des chasseurs-cueilleurs avant tout. Après, le reste, c'est du confort. Et mon confort, il se situe. C'est à moi de déterminer les limites de ce confort. Voilà. Et je pense que dans l'existence d'un être humain, c'est peut-être ça la plus grande difficulté. C'est de déterminer quelle est cette zone de confort dans laquelle on aime s'installer. Ouais. Et de se dire, je veux ça, elle me convient telle que... Et on a des degrés de confort différents. Oui. Et je crois aussi que c'est important de sortir quand même de temps en temps de sa zone de confort, parce que c'est un peu comme les plantes, et il faut les sortir dehors pour qu'elles refassent, les orchidées par exemple, pour qu'elles refassent des fleurs. Nous aussi, on a besoin aussi d'être confrontés de temps en temps à des challenges pour stimuler le système nerveux notamment. Voilà, donc, Vous accompagnez les petits et les grands ? Oui. Les enfants, j'imagine ? Les enfants accompagnés de leurs parents. Toujours, et les ados, les ados aussi. C'est assez systémique aussi, mais souvent, ils commencent eux, puis derrière... Mais j'imagine que c'est aussi pour des parents rassurants que vous ayez eu ce parcours de prof, initialement. Souvent, ils découvrent après. Alors, au début, j'ai eu d'abord tous mes anciens élèves atypiques qui sont venus, qui m'ont dit « Ah, mais c'est génial !» Et c'est rassurant, oui, ça dépend pour qui, ça dépend le rapport à l'école, le rapport à leur scolarité, à leur propre scolarité. Mais c'est là où on se rend compte quand même, et c'est pas, je veux dire, j'enfonce des portes ouvertes quand je dis qu'on a un système dans l'éducation nationale qui est quand même extrêmement malade, parce que quand on se retrouve dans des classes de 30, 32, 33, 35 même parfois, et que vous avez bien évidemment des cas d'élèves qui sont tellement différents, qui sont parfois très atypiques, mais on a un programme. Et ce programme-là, que vous soyez 2 ou 35, c'est difficile de s'adapter quand on a des élèves qui ont peut-être ces fameux HPI, TDAH et autres. Oui, et autres. Et moi, j'ai travaillé avec des enfants dont les parents étaient en prison, c'est ça, oui. voyez, dont les parents sont décédés, coup sur coup. C'est là où difficile. on se rend pas compte parfois de la difficulté. Oui, les professeurs ne sont pas responsables du système et du manque de moyens dans lequel ils évoluent. Oui. Maintenant, ils sont formés, donc il y a des choses qui se font, qui sont... c'est comme pour tout. Je leur souhaite à ceux qui sont éveillés d'ouvrir leur conscience et de se dire « Ok, le métier d'aujourd'hui... » il ne peut plus être ce qu'il est, en fait. Et il doit muter, il doit évoluer. Mais ils sont dans un système en souffrance. Moi, en tout cas, vous j'ai eu récupérez... beaucoup de mal à sortir, parce que j'avais la sensation d'abandonner le bateau, on ne va pas se mentir. Mais c'était plus possible, c'était ma santé et celle de ma famille. En tant que coach émotionnel, vous récupérez ces enfants-là. Oui. Je leur donne... en tout cas, j'ai à cœur de leur donner et de les aider à trouver aussi, en eux, les moyens de s'en sortir dans le système et de prendre conscience qu'ils n'y vont pas pour ni le prof, ni l'éducation, ni tant l'apprentissage, parce que souvent c'est ça le problème, ça ne sert à rien ce qu'on apprend. Faux, c'est manipuler des connaissances, des savoirs, faire des liens. Et finalement, personne ne pourra le faire à votre place, en fait, de s'amuser avec ces connaissances. Et juste, c'est à vous, plutôt que d'attendre auprès de l'enseignant, d'être dans l'attente de trouver comment faire les liens avec votre future vie. Les mémoires cellulaires, l'hypersensibilité, les émotions, les HPI, les enfants intérieurs, le stress, toutes ces émotions, évidemment. Et Dieu sait que je pense que c'est ça qu'il faudrait peut-être commencer à aller chercher, étudier, analyser, ressentir, comprendre. J'ai pas dit le mot gérer, vous avez vu. Non, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Qu'est-ce que vous aimez... Exactement, merci beaucoup. Vous me mettrez une bonne note quand même sur le carnet. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Audrey ?
au sens large Ouais, du terme. de cet échange. De cet échange. Non, ce qui m'est venu, je vais te dire ce qui m'est venu intuitivement. Je revois cette église bondée au décès de ma maman. Et je me suis dit à ce moment-là, ma mère était aimée. Elle a fait le bien. Et voilà, j'ai juste envie de continuer à faire le bien. Donc j'ai envie qu'on ait vu quelqu'un de généreuse, voilà, peut-être, dans cet amour et d'authentique. Ouais. Authentique voilà. aussi. Là, et puis, vérité. Et d'être professionnel dans cet accompagnement, parce que vous savez de quoi vous parlez. D'abord parce que vous l'êtes, au cœur de ces émotions. Et ensuite, parce que vous avez combien de temps à l'Éducation nationale ? 10 ans. 10 ans. Ouais, plus de 10 ans, oui. Plus de 10 ans, donc vous avez vu quand même certaines situations. J'ai vu certaines certains situations, oui. Oui. Et après, j'ai fait aussi pas mal dans les fédés, fédérations sportives, où j'ai encadré pendant... Et quel était votre sport préféré ? J'étais gymnaste. Gymnaste, donc l'équilibre, la régulation des peurs, la rapidité, la lenteur. Exactement. Bon. Aux agrès avec les chevals d'arçon, c'est ça, avec tout ça, tout ça. Ouais. Les anneaux, les anneaux. Alors ça, c'est pour les garçons. Ça, c'est tous les agrès garçons, mais oui, pour les filles, oui. C'est poutre, barre, sol. Barre, exactement. Cheval. Bon. Merci beaucoup, Audrey. Merci. On peut vous consulter à distance ? On peut me consulter à distance. Évidemment. Et en cabinet aussi ? En cabinet, en présentiel, oui. En présentiel du côté de Pau. Voilà, c'est magnifique. ça. Quelle est la spécialité gastronomique de Pau ? La poule au pot. La poule au pot, eh bien évidemment. De notre cher Henri IV. Très bien. Vous commentez avec bienveillance. On va mettre tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Audrey. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Apprenez à les réguler, apprenez à les ressentir, à les comprendre et à décoder le message qui se cache derrière. Et ça, il faut être bien accompagné. Une coach en émotion, coach émotionnel. Audrey est là pour tout cela. Merci à tous. Commentez donc. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.